Et donc, du coup, aujourd'hui, webinaire sur les modèles de LLM et plus exactement, comment est-ce que ça fonctionne réellement en backstage? Donc, comment est-ce que techniquement, les modèles fonctionnent? Et aujourd'hui, Morgane, avec moi, présent, va nous en parler. Donc, Morgane, je te laisse la main, je te laisse présenter. J'interviendrai peut-être de temps en temps. Et puis après, je serai de retour pour la partie des questions. Question. Eh bien, bonjour à tous, merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est de savoir comment on parle aux machines, en fait, tout simplement, parce que, c'est là-dessus que reposent les modèles de LLM. C'est d'être capable de comprendre le langage humain pour des machines. D'accord? Aujourd'hui, on est, inondé d'outils de LLM, comme ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude, pour ne citer que. Et comme l'a dit un petit peu plus tôt Rémi, c'est vrai que beaucoup de gens ont accepté que ça fonctionnait un petit peu par magie. Mais je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe derrière pour utiliser ces outils de manière optimale. D'accord? Et surtout de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait, tous petit à petit, passer sur l'utilisation de ces outils. Alors, voici le petit sommaire, comment va s'organiser un petit peu la présentation. Donc dans un premier temps, je vais, présenter un petit peu le DAZ Studio et parler un petit peu de moi. Ensuite, on parlera du fonctionnement des modèles de LLM au sens large. On évoquera les notions de prompt engineering et fine tuning. Alors c'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus. Vous voyez peut-être grossièrement, à quoi ça correspond, mais là on fera le comparatif un petit peu entre les 2. Ensuite, je parlerai des grands modèles de LLM qui existent, qu'est-ce qui les différencie, dans quelle situation utiliser l'un plutôt que l'autre. Et du coup, je ferai un point suite à ça sur pourquoi passer le cap, pourquoi se mettre à l'utilisation de ces outils, pourquoi se former à ces outils. Et enfin, bah, on aura un petit temps de questions-réponses. Alors, très important avant de continuer, je l'évoque maintenant avant de continuer cette présentation. Sachez que vous allez voir que l'idée de la présentation, c'est de faire quelque chose qui est très vulgarisé, très accessible à tous. Donc il y a pas mal de raccourcis techniques et méthodologiques qui ont été faits dans le cadre de cette présentation. Voilà, donc c'est possible que des gens plus techniques, plus stats, enfin qui ont plus de connaissances sur les modèles de LLM vous disent: «Ah non, mais cette présentation, c'est n'importe quoi, ça va pas du tout». Sachez que c'est fait volontairement. L'idée, c'est que vous compreniez derrière comment ça fonctionne et pas que ou pas qu'on rentre dans les détails de toutes les équations mathématiques qui permettent d'accéder aux outils qu'on a à notre disposition. D'accord? Alors pour la petite présentation, sachez, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres webinaires jusque-là, c'est que DAZ Studio, c'est donc un studio d'accompagnement tech pour les entreprises. Donc on fournit des services, d'expertise web, IA, d'accompagnement des subventions et enfin de demande de subventions et de financement pour les entreprises. Et donc on intègre, des outils d'intelligence artificielle, des chatbots et tout ça. Et depuis peu, on a également, développé notre centre de formation. Je peux le dire maintenant, certifié Calliope. Alors, pour ma part, donc je m'appelle Morgane, je suis le data scientist et responsable de toute la partie IA pour le DAZ Studio avec Rémi, et je suis également directeur du centre de formation. Voilà, donc je m'occupe de toutes les problématiques, IA, et tout ce qui touche un petit peu à la formation. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet sur le fonctionnement des LLM. Alors, je rappelle, vous allez voir que c'est une approche très, très, très vulgarisée, d'accord, mais qui va vous permettre de vraiment comprendre comment fonctionnent les LLM. Alors, les LLM, déjà, c'est quoi? Eh ben, ça veut dire Large Language Model. Donc, c'est des systèmes informatiques, des modèles qui sont conçus pour interagir avec l'être humain. Ils sont conçus pour comprendre le langage humain. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions, ils sont capables de nous répondre. On leur donne du texte, ils sont capables de faire un résumé du texte. C'est ça l'idée derrière les LLM. Mais comment les LLM apprennent-ils? D'accord? Parce que, en fait, vous savez
tous, je suppose que les LLM sont entraînés sur une immense base de données, d'accord, de plein de données textuelles, de plein de bases Internet. Mais comment un système informatique peut-il comprendre du texte? Comment on passe du texte au langage informatique? Donc en fait, comment on passe d'un système textuel à un système numérique? Eh bien pour ça, les LLM reposent sur ce qu'on appelle la vectorisation. D'accord? Alors la vectorisation, c'est l'approche la plus simple pour construire les modèles de LLM, mais c'est l'approche de base. Donc ça permet vraiment de passer de données textuelles à des données numériques. Comment ça fonctionne? Eh bien, l'idée, ça va être de transformer des textes, des mots, en vecteurs dans lesquels il y aura des valeurs numériques. Je vais prendre un exemple. Je vais pris là quatre exemples de texte, quatre phrases. Le gros chat est gris, le gros chien est gris aussi, le chat gris chasse et le lama mange de l'herbe. Voilà, bon, ça n'a aucun sens, mais l'idée c'est vraiment de vous donner un exemple. Comment va fonctionner la vectorisation? Eh bien, on va transformer les mots qui nous intéressent en vecteurs. Pour cela, je peux utiliser une approche qui est d'étudier les mots qui englobent les mots d'intérêt. Par exemple, je vais prendre les mots qui caractérisent le chat. Donc je vais m'affranchir de certains mots, par exemple les mots le et parce que ça ne le caractérise pas vraiment, les verbes qui ne le caractérisent pas vraiment. Je vais m'intéresser qu'aux couleurs et ce qui le caractérise physiquement. D'accord? Donc je vais construire comme ça un tableau pour chacun des mots qui m'intéressent. Donc par exemple, je veux caractériser le mot chien, le mot chat et le mot lama. D'accord? Le chien, si je regarde les quatre phrases, est caractérisé par le mot gros une fois, le mot gris une fois, mais manger 0 fois. D'accord? On voit bien qu'il n'y a aucune connexion entre le chien et le verbe manger. Je fais de même pour le chat. Donc le chat est caractérisé une fois par le mot gros, 2 fois par le mot gris, 0 fois par le mot manger. Et pour ce qui est de lama, eh bien, de même, il n'y a qu'un seul mot qui caractérise le lama, le fait qu'il soit en train de manger. D'accord? Donc, comme ça, je vais donc réussir à transformer une donnée textuelle en donnée numérique. Eh bien, la vectorisation, c'est aussi simple, entre guillemets, que ça. D'accord? Donc là, j'obtiens bien ce que je vais appeler un vecteur. Donc le vecteur qui va caractériser le chien sera 1, 1, 0. Le vecteur qui caractérisera le chat sera 1, 2, 0. Et le vecteur qui caractérisera le lama sera 0, 0, 1. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien grâce à ça, je peux le projeter dans un espace numérique. Par exemple, je vais créer donc un graphe, d'accord, qu'on connaît tous, donc c'est les graphes orthonormés qu'on voit au lycée, hein. Et donc par exemple, je prends qu'un espace à 2 dimensions, à 2 paramètres, vous allez comprendre pourquoi je précise 2 paramètres par la suite, qui sont gros et gris. Je reprends mes valeurs précédentes. En sachant cela, je peux projeter dans cet espace le lama. Donc par exemple, je peux bien voir que le lama se situe bien en 0, 0. D'accord? Donc il va être ici. Pour ce qui est du chien, le chien a été caractérisé une fois par gros, une fois par gris, donc il est ici. Le chat, lui, était 2 fois gris, une fois gros, donc je peux le mettre ici. Et qu'est-ce qui va être, à quoi ça va me servir? Eh bien comme ça, le modèle qu'il y a derrière, les modèles de LLM, vont pouvoir identifier les relations qui existent entre les différents mots. Donc, par exemple, si j'évoque le chien, il y a de fortes probabilités que j'attends en réponse une relation avec le chat, parce que le chien est plus proche du chat que du lama dans mon espace. Alors, là, c'est juste un exemple très simpliste pour comprendre comment ça fonctionne, mais toute la méthode repose là-dessus. En fait, le modèle, il va reposer comme ça sur une vectorisation et dans un espace à un certain nombre de paramètres, il va avoir des mots qui seront plus proches les uns des autres. D'accord? Et tout l'intérêt de ces données numériques, c'est que par la suite, on va pouvoir utiliser des approches mathématiques traditionnelles pour traiter les données. Donc on va pouvoir calculer des distances, calculer des probabilités, faire du clustering, des choses comme ça. Et c'est comme ça que le modèle va nous répondre. En fait, il va regarder les mots qu'on lui propose dans notre phrase, dans notre structure de phrase, et il va regarder quelles sont les phrases à donner en réponse avec les plus hautes probabilités. D'accord? Alors évidemment, là, c'est un modèle très simple qui n'intègre donc pas les notions
comment de phrases comment j'ai perdu le mot, pardon, ne prend pas en compte le sens de la phrase, ni la tournure de la phrase, évidemment, parce que j'ai fait juste un comptage numérique. Mais si j'utilise des approches mathématiques un petit peu plus poussées, comme c'est le cas aujourd'hui avec les modèles les plus avancés, eh bien, je peux tout à fait prendre en compte la tournure de la phrase, le ton de la phrase et tout ça. D'accord? Et donc construire un modèle plus complexe qui répondra de manière plus poussée. Mais si vous avez compris cette notion de vectorisation, vous avez quasiment tout compris dans les modèles de LLM. D'accord? La seule différence qu'il y a eu, la seule innovation qui a eu, enfin la seule innovation majeure qu'il y a eu ces dernières années, c'est le fait que, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est le fait qu'aujourd'hui les modèles prennent en compte le contexte, d'accord, de chacun des mots. C'est-à-dire qu'ils ne les prennent pas comme des éléments indépendants les uns des autres. Maintenant, ce qui m'amène je vous ai parlé des notions de paramètres, eh bien, parce qu'on entend beaucoup parler, bon, bah, ce modèle, il utilise 70 milliards de paramètres, alors que celui-ci en utilise que 30 milliards de paramètres. Eh bien, en fait, les paramètres, ça va être le nombre d'axes que je vais créer, d'accord, le nombre de termes que je vais construire, mais également la taille de la fenêtre. Là, je me suis intéressé qu'aux deux mots les plus proches, avant et après, mais je pourrais également prendre les 60 000 mots avant et les 60 000 mots après, d'accord? Pour encore plus intégrer le contexte, encore plus rentrer dans les détails. OK? Et ben c'est ça les notions de paramètres. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, je reprendrai ces détails avec plaisir. Alors, ce qui m'amène ensuite à la notion de prompt engineering et de fine-tuning. C'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus lorsqu'on veut utiliser un modèle de LLM et l'adapter à nos données, l'adapter à notre problématique. D'accord? Alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, le prompt engineering, lui, ne change pas le modèle. D'accord? Mais on va changer notre manière de communiquer avec ce modèle afin d'orienter ses réponses. Lorsque vous utilisez, je vais prendre l'exemple le plus courant, lorsque vous utilisez ChatGPT donc dans le chat, lorsque vous changez la tournure de votre question afin que la réponse soit plus aboutie, ce que vous faites, c'est que vous faites du prompt engineering. D'accord? En général, cette méthode est plus rapide, quoique, et souvent moins coûteuse. Mais ça demande de la créativité et de l'expérimentation, donc d'y aller à tâtons pour trouver la tournure la plus optimale pour obtenir la réponse que l'on veut. Pour ce qui est du fine-tuning, lui, pour le fine-tuning, là, on va carrément changer le modèle. D'accord? On va l'entraîner sur des données spécifiques, une base de données qui est à notre disposition. On va l'entraîner dessus à apprendre. Donc, on va modifier le modèle dans son ensemble, dans sa structure. Mais le problème, c'est que donc pour qu'il effectue des tâches spécifiques, mais c'est qu'en général, le problème, c'est que ça nécessite plus de ressources, que ce soit en termes de temps, mais également en termes de coûts, et aussi, il nous faut tout simplement des données à notre disposition. D'accord? Pour vous donner un petit exemple imagé, la différence entre les deux, c'est comme si je voulais que vous cuisiniez un plat spécifique. Le fine-tuning, eh ben, je vous ferai passer un CAP cuisine, d'accord? Et ensuite, je vous dirai, bon, bah, je veux que tu me cuisines un coq au vin. Le fait que vous ayez passé un CAP cuisine, vous savez par cœur cuisiner un coq au vin. Dans l'autre cas, je ne vous fais pas passer le CAP cuisine, mais je vous donne la recette et vous avez à suivre la recette. En gros, vulgaire. Voilà la différence. Dans le premier cas, je suis dans le cas du fine-tuning. Dans ce deuxième cas où je donne la recette avec des consignes plus poussées, eh ben, je suis dans le prompt engineering. Alors, pour ce qui est maintenant des modèles de LLM qui sont les modèles majeurs, et qu'est-ce qui les différencie un petit peu? Parce qu'on entend parler beaucoup à la radio, à la télé, ChatGPT, Mistral, Gemini. Oui, lui, il est meilleur, mais non, lui, il est meilleur dans ci et tout ça. Mais qu'est-ce qui les différencie réellement? Alors, on va commencer par GPT d'OpenAI. Donc là, j'ai englobé tous les GPT, d'accord, pour faire un petit résumé général. Ok. Vous allez voir que j'ai fait ça pour la plupart des modèles, mais il faudrait, pour être plus spécifique, il faudrait séparer les différentes versions. Alors, pour ce qui est GPT, donc c'est un modèle qui a été conçu pour la génération de texte, le dialogue et surtout pour l'imagination. Ça, c'est très important de le savoir, d'accord?
Pourquoi? Parce que ça l'amène à avoir un point fort qui est la polyvalence et une forte compréhension contextuelle. D'accord? Donc ça le rend très fort pour créer, vous donner des idées, comment imaginer des réponses plausibles et tout ça. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, GPT-4 Turbo est le modèle le plus performant de tous ceux qu'on va voir là. On aura l'occasion d'y revenir. Le petit problème de cette approche très orientée imagination, très orientée sur la réponse à tout prix, c'est ce que j'ai mis, c'est le syndrome de la réponse à tout prix. C'est-à-dire que maintenant, c'est un petit peu moins vrai, mais au début, sur les premières versions de GPT, ça lui arrivait très souvent de se tromper parce que eh bien, GPT doit obligatoirement donner une réponse. Il a été codé pour ça. Il doit même imaginer la réponse. Ce qui faisait qu'il rendait une réponse qui avait l'air vraie, mais qui était parfois totalement fausse. D'accord? Et l'autre souci, l'autre limite de GPT à l'heure actuelle, c'est que l'utilisation à haut volume, ce que j'entends à volume, c'est que si vous faites beaucoup de requêtes, que vous l'utilisez beaucoup en tant que chatbot, des choses comme ça, c'est que ça peut devenir très rapidement onéreux. D'accord? Les requêtes, si vous en avez beaucoup et que vous l'utilisez très souvent avec beaucoup d'automatisation, ça peut devenir très cher. Ensuite, on va parler de Gemini de Google qui était anciennement Bard. Alors aujourd'hui, ils enlèvent totalement. Avant, ils séparaient les deux. Aujourd'hui, je crois qu'ils enlèvent totalement Bard pour ne parler que de Gemini. Parce que bon, il y a eu des histoires avec Bard. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans la partie question. Mais pour ce qui est de Gemini, lui, c'est un modèle qui est conçu pour une expertise spécifique et des réponses précises dans absolument tous les domaines. D'accord? L'objectif, c'est de le rendre le plus performant et le plus pragmatique dans ses réponses. D'accord? Donc les points forts, c'est qu'il a une forte adaptation à des domaines particuliers avec peu de formations complémentaires. Gemini, il y a moins besoin de faire justement le fine-tuning ou le prompt engineering pour obtenir des réponses précises dans des domaines aboutis. Typiquement, Gemini est bien meilleur sur les aspects mathématiques que GPT. D'accord? Alors, il est moins performant que GPT, quoique moins performant sur l'aspect interaction avec l'être humain, mais c'est en train de changer. Aujourd'hui, je reviendrai, le tableau de performance a tendance à évoluer un petit peu et Gemini commence sérieusement à rattraper son retard. Et tout comme GPT, le problème, c'est que ça peut être onéreux et ça peut être très rapidement onéreux de faire des requêtes successives. Ensuite, on va parler de Llama de Meta. Donc là, on va rentrer dans les modèles open source, d'accord? Donc ces modèles se différencient des deux précédents parce qu'en fait, ils sont libres de droit. C'est-à-dire que vous pouvez les télécharger, vous pouvez les entraîner comme vous voulez. Tout ce que vous avez, c'est à les héberger soit sur votre ordinateur, soit sur un serveur, mais vous pouvez les utiliser entièrement gratuitement et en faire ce que vous voulez. D'accord? Ce qui n'est pas le cas des deux modèles précédents. Donc là, c'est un avantage quand même majeur comparé aux deux modèles précédents. Donc l'IAMA de Meta, donc Meta c'est Facebook, Instagram et tout ça. Alors c'est comme je disais, c'est un modèle open source priorisant l'ouverture et l'accessibilité et donc la personnalisation. Tel quel, ce qu'on appelle l'IAMA 2 n'était pas très performant. Alors il existe plusieurs versions de l'IAMA 2 avec plus ou moins de paramètres qui permettent de l'entraîner, mais tel quel, l'IAMA 2 n'est pas très performant. Ce qui l'a rendu particulièrement performant, c'est cet aspect open source où il y a beaucoup de gens qui les ont téléchargés et qui les ont fine-tunés, qui les ont entraînés sur des nouvelles bases de données afin de les rendre très performants, surtout pour des tâches spécifiques. Donc les points forts, ce sont donc les coûts réduits, donc on n'a pas de requête, on n'a pas d'abonnement à payer, on a juste à le télécharger. Je mets quoique parce que le souci, c'est que si on part sur les versions de l'IAMA 2 les plus grosses, avec le plus de paramètres, ça demande d'avoir des serveurs hébergés, d'accord, pour stocker ce modèle-là, donc ça peut très rapidement augmenter les coûts. Et les points forts aussi, c'est la facilité de personnalisation, donc comme je vous disais sur l'aspect open source. Une nouvelle fois, quoique, parce que ça demande quand même des compétences en dev, de pouvoir fine-tuner les modèles, mais également d'avoir une base de données à disposition pour pouvoir entraîner ce modèle, d'accord? Et l'entraîner sur des tâches qui sont spécifiques.
Donc je vous disais, comme je viens de le dire, c'est que dans les limites, donc ça nécessite de plus grosses compétences en développement. Et malheureusement, malgré le fine-tuning qui a été fait par les utilisateurs, aujourd'hui on s'aperçoit très rapidement que l'IAMA 2 est beaucoup moins performant que d'autres modèles sur le marché, notamment sur les modèles qui vont suivre, qui sont les modèles de Mistral AI. D'accord. Donc Mistral AI, c'est une entreprise française qui a développé des modèles donc Mistral qui aujourd'hui sont quatre modèles différents, d'accord. Le modèle le plus puissant, il faut l'utiliser par API comme pour ChatGPT et Gemini, mais les trois autres modèles, on peut les utiliser en open source, les télécharger et les utiliser comme on veut. Alors, quel est l'intérêt de Mistral, en dehors du fait que bah, c'est du made in France, donc ça peut être intéressant d'utiliser un produit français, c'est que c'est surtout un modèle conçu pour optimiser les performances des modèles à moindre coût. Et ça, c'est très 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 intéressant. Au début, quand Mistral est sorti, c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique parce que, bon, on en parlait beaucoup, parce que c'était français et tout ça, mais les performances étaient limitées. Et en fait, j'avais peur qu'ils fassent une course avec ChatGPT en essayant de rattraper les performances de ChatGPT. Mais en fait, pas du tout. L'idée qu'ils ont eue, c'est pas de créer le modèle le plus performant, mais c'est d'avoir, pour un coût réduit en termes de taille, en termes d'énergie et en termes d'argent, avoir le modèle le plus performant possible. Donc avoir un ratio entre investissement et performance très 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 élevé. Et c'est clairement aujourd'hui le ratio le plus élevé de tous. D'accord. Pour ce qui est de ses points forts, entre autres également, c'est qu'ils ont beaucoup orienté le développement du modèle sur la diversité linguistique, d'accord, sur la compréhension du langage dans tout type de langue. Typiquement, l'IAMA, pendant très longtemps, a été très 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 limité sur le français. Les coûts sont très fortement réduits pour des performances élevées. Donc les modèles open source que vous téléchargez ont besoin de serveurs beaucoup moins gros que pour l'IAMA, d'accord? Parce que les modèles sont plus petits, mais avec des performances plus élevées que les modèles de l'IAMA. Et le meilleur modèle de Mistral, qui est hébergé en ligne, qu'il faut utiliser en ligne et dont il faut payer les coûts de l'API, est presque aussi performant que ChatGPT, mais coûte 10 à 20 fois moins cher que ChatGPT. Voilà, pour savoir. Alors, de même pour ce qui est des limites, comme pour l'IAMA, le fait que ce soit open source est très bien, mais ça nécessite certaines compétences en développement et des serveurs hébergeurs, évidemment, mais comme je vous l'ai dit, de moindre coût comparé à l'IAMA. Alors, un petit résumé sur les performances. Alors, vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ce tableau. Sachez juste que là, en fait, c'est un classement des performances des différents modèles avec ce qu'on appelle l'Arena Elo. Donc là, c'est les utilisateurs qui notent les performances des modèles en échangeant avec le modèle. D'accord. Et donc ça, c'est le classement qui nous intéresse. Et surtout, ce qui nous intéresse, ça va être les licences à droite. Donc là, vous voyez que la majorité des modèles sont de licences propriétaires, sauf le fameux Mistral, ici, donc là, qui est libre de droit d'utilisation. Et vous voyez que pour un modèle libre d'utilisation, on est quand même 12e en termes de performance. D'accord. Et donc là, je vous disais donc GPT-4 qui est le meilleur modèle à l'heure actuelle, Gemini qui est revenu fort, qui est dans le top 3, et Mistral Medium, donc qui est le fameux Mistral payant qu'on retrouve en ligne, d'accord, qui n'est pas en marge. Et ce qui est très intéressant, comme je vous disais, c'est que même s'il est propriétaire, le coût d'utilisation sont bien plus réduits que pour GPT-4 ou Gemini Pro. D'accord. Alors, j'ai pas évoqué le modèle, j'ai pas évoqué Claude, tout simplement parce que c'est un modèle qui se rapproche beaucoup de GPT-4. D'accord. J'ai essayé de faire une différence entre différents types de modèles. Voilà.
Alors tout ça pour en venir à un point, c'est qu'il est capital de savoir quel modèle choisir en fonction de ses besoins ou des besoins de ses clients. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un client qui veut créer un chatbot d'échange avec ses clients à lui, mais les échanges sont à propos de données sensibles. Je vais prendre le cas par exemple d'un médecin qui aurait besoin d'un chatbot. Vous ne pouvez potentiellement pas proposer ChatGPT comme solution. Parce que le souci avec ChatGPT, c'est que les données sont envoyées en ligne sur une plateforme hébergée aux États-Unis, même si normalement ça doit changer. Ça peut déranger certains problèmes. Et d'un point de vue législatif, alors aujourd'hui, il n'y a rien de trop acté, mais je pense que ça va évoluer avec le temps. Voilà, ça pourrait être délicat. Donc, ça peut être intéressant de proposer une solution open source où le client hébergera le modèle sur un serveur privé. Voilà, c'est un type d'exemple. Et en gros, il est capital de savoir quel modèle choisir. D'accord? Et pour ça, c'est important de se former et de comprendre comment fonctionnent les différents modèles. Et justement, ah, non. Ce qui m'amène au dernier point de cette présentation, mais pourquoi passer le cap? D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu réfractaires, qui ont fait des tests et qui étaient un petit peu sceptiques sur les résultats, mais pourquoi? Alors, pourquoi s'y mettre, justement? Eh bien, tout simplement déjà parce que, il y a beaucoup de secteurs qui se développent et où il y a une forte demande, vis-à-vis des modèles de LLM. Donc là, j'en ai cité que 3, mais ils sont très nombreux les secteurs à l'heure actuelle. Par exemple, j'ai pas cité l'éducation, mais par exemple pour la santé, il y a beaucoup d'outils de LLM, il y a beaucoup de demandes sur les outils de LLM pour l'aide à l'interprétation de dossiers médicaux et suggestion de diagnostic, d'accord? Dans le secteur juridique, sur l'automatisation de la revue de documents juridiques, mais également sur l'assistance juridique préliminaire pour l'analyse de cas, et pour le business et le marketing, sur l'interprétation automatisée des opinions et des sentiments des consommateurs, mais également pour la création de campagnes de marketing personnalisées. D'accord? Je pense notamment aux outils qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de créer des sites internet optimisés en SEO, donc qui vont créer des articles liés au site internet qui nous intéresse, tout en optimisant le classement du site internet sur les pages Google. D'accord? Ça, c'est ce qui se développe énormément. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça travaille énormément, énormément sur les tâches répétitives qui sont très, très, très chronophages. D'accord? C'est un gain de temps. L'idée, c'est pas de remplacer les experts, c'est impossible de remplacer certains métiers, mais au contraire, de faire gagner du temps pour libérer du temps aux utilisateurs sur d'autres tâches qui ont une plus forte valeur ajoutée, notamment. Et donc, c'est dans ces secteurs-là que ça se développe énormément. Il y a dans le secteur du recrutement aussi, pour faire des filtres, on va dire, d'entrée, pour s'assurer que ceux qui candidatent sur les bons postes, des choses comme ça. Voilà. Et pour vous, dans tout ça, parce que là, c'est très bien, parce que ça concerne les entreprises et tout, mais vous, qu'est-ce que vous avez à gagner à vous former au modèle de LLM, à vous former aux IA génératives, pour être plus général? Eh bien, j'ai résumé ça en 4 points. Le point majeur, ça va être le gain de temps. Vous allez pouvoir automatiser de nombreuses tâches qui sont très chronophages. Par exemple, la réponse de mail. Vous pouvez générer des mails un petit peu plus originaux en l'espace de 2 clics. Vous pouvez lancer des campagnes pour démarcher des clients. Vous pouvez communiquer sur les réseaux, quel que soit le réseau, en utilisant ces outils afin de rédiger des articles, de rédiger des blogs, de vous donner des idées pour des articles aussi. Forcément, c'est un gain d'argent, d'accord? Parce que le gain de temps induit un gain d'argent. Vous allez également gagner en visibilité parce que vous allez pouvoir plus communiquer sur les réseaux grâce à ces outils-là. Donc, c'est également un gain d'argent. Et c'est surtout que vous allez accorder plus de temps aux tâches à forte valeur ajoutée. D'accord? Parce que toutes ces tâches de communication, de réponse de mail, voilà, c'est des petites tâches courtes à chaque fois, mais en fait, répétées N fois dans la semaine, et ben, on perd plusieurs heures par semaine. D'accord? Et ces heures-là peuvent être réduites à quelques minutes grâce au modèle de LLM. Ensuite, je pense, selon moi, c'est que c'est important de ne pas se faire dépasser. D'accord? Qu'on le veuille ou pas,
tout le monde va y passer, à ces outils, d'accord? Tout le monde va s'y mettre. Par exemple, là, Sam Altman, donc le directeur de OpenAI, le président d'OpenAI, souhaite aujourd'hui lever, il a annoncé cette semaine, 7 000 milliards de dollars, d'accord? Pour développer l'IA partout dans le monde. Alors, ça paraît totalement fou comme montant, ça l'est, mais si je pense qu'il se permet de faire ce genre de déclaration, c'est qu'il y a un vrai engouement et un vrai accompagnement possible pour ces outils-là, vis-à-vis de ces outils-là. Donc c'est important de s'y mettre et de prendre le virage pour pas être dépassé et se dire: «Ah bah mince, au final, j'aurais dû m'y mettre et aujourd'hui, je suis à la traîne». Voilà. Et enfin, ça crée quand même de nouvelles opportunités. Il y a de plus en plus de demandes de clients, d'accord? Là, je parle de mon expérience et de l'expérience de DAS Studio. C'est que les demandes vis-à-vis de l'intelligence artificielle au sens large touchaient surtout les grosses structures parce que c'était des projets très onéreux quand même, il faut l'admettre, de développer des IA. Aujourd'hui, on touche des plus petites structures ou même des indépendants, d'accord? Parce que comme c'est des outils qui sont déjà développés, qu'il suffit d'intégrer et de personnaliser, bon, ça demande quand même du travail, ça demande quand même de l'investissement, mais beaucoup, beaucoup moins que si on partait de zéro, eh bien, on est aujourd'hui contacté par des plus petites structures, des plus petits clients, et donc ce qui ouvre une grande quantité d'opportunités. D'accord? Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, vu la quantité de demandes croissantes. Et je pense que là, il y a encore certains réfractaires, mais petit à petit, les gens vont y passer. Voilà. Donc, et maintenant, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Eh bien, merci Morgane. Merci pour cette Ah, on présentation. t'entend pas, Rémi? Ah, allô? On m'entend pas? Non. Bah si. Ah, on se moque de moi. Mais bien sûr que si, tu ne m'entends pas. Bon, si vous avez des questions, vu que le micro de Rémi, Non, non, non. je vais prendre les questions s'il y en a qui en ont. Non, 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 Morgane, tu ne m'entends pas, mais je suis à peu près persuadé qu'on m'entend. Ah voilà. Je savais que Ah, c'était on un t'entend? Ah, menteur. c'est moi? Je C'est moi savais qui qu'il t'entends pas? mentait. Euh, Ok, ben Morgane ne m'entend plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ben très bien, j'allais lui poser une question, mais s'il ne m'entend pas, ça va être compliqué. En attendant, est-ce que vous avez peut-être euh, des Ah oui, questions je t'avais mute. dans l'assistance? Ben voilà, ben non, très bien, Voilà. il m'a fait taire. Ok, oh, une question de Célestial. Bah, écoute, on va t'inviter à parler si tu veux prendre la parole au micro, il n'y a pas de souci. T'écoutons. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Yes, on t'entend très Oui. bien. Oui, super. Bah, merci beaucoup, Morgane, c'était très intéressant. J'ai 2 ou 3 questions, notamment au regard, du secteur, éducatif, puisque tu l'as mentionné. La première question, c'est, en quoi l'intelligence artificielle peut être un avantage pour le secteur éducatif? Dans le sens où, au niveau des enseignants, on se pose beaucoup de questions sur les jeunes étudiants qui utilisent ChatGPT et tout un tas d'autres outils pour, en fait, rédiger leurs devoirs, que ce soit, leurs devoirs en communication, en marketing, en dissertation et cetera. Hem et donc, est-ce qu'il existe des outils, des IA qui réussissent à repérer les IA pour qu'on puisse contrecarrer, ce phénomène? Puisque tu parlais de gain de temps, bah oui, c'est bien de gagner du temps pour faire ses devoirs, mais bon, au niveau cérébral, c'est pas top. Voilà. Alors, Juste attends, très bonne Morgane, question. Alors, je me permets, est-ce que tu peux nous remettre un petit peu de contexte, Célestial? Du coup, tu es enseignante dans quel secteur? J'enseigne à l'université Ok, et j'enseigne des cours de communication et culture. En gros, moi, je suis spécialisée en communication, j'ai fait une école de com et cetera, un doctorat en sciences de l'information et de la communication et j'ai des collègues, qui sont en sciences de gestion, donc tout ce qui est marketing, ça reste assez proche, voilà et donc on est en train de justement, en plus de travailler une étude de cas pour la semaine prochaine, pour, un workshop
c'est, les, semaines d'apprentissage et d'évaluation Mmh. et on leur a justement posé la question, au niveau de l'étude de cas, s'ils pouvaient réfléchir à l'utilisation d'un chatbot dans le cadre de l'étude de cas. Donc là, c'est bien parce que j'ai des petites, réponses aussi qui me sont venues, des éléments, complémentaires grâce à l'intervention de Morgane et heu et c'est pour ça que je suis ce webinaire. Ça m'intéresse vraiment, particulièrement et en même temps, bah, voilà, au niveau éducatif, on s'est beaucoup posé la question, surtout l'année dernière, quand j'ai des étudiants qui me demandent: «Est-ce que pour faire mon article de presse, je peux utiliser l'intelligence artificielle?» Donc je leur dis: «Ben non, il faut que je leur explique pourquoi et il faut que je trouve aussi le moyen de pouvoir, repérer s'ils le font malgré l'interdiction». OK. OK, alors c'est une question très vaste et qui amène à débat. Alors pour répondre à ta première question qui était de savoir est-ce qu'il y a des IA qui permettent de détecter ou pas? Non. Non, non. On a eu la discussion, il y a une semaine, avec Rémi, avec des profs, justement. Sachez que ces outils, contrairement à ce qu'on vend, fonctionnent malheureusement très mal aujourd'hui. C'est très, 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 très compliqué de détecter des articles qui sont rédigés par IA, surtout avec les IA actuelles. Ça va reposer sur des critères qui sont, que je trouve, très, très, très bancals. Non, enfin, selon moi, c'est pas des outils qui sont fiables, à l'heure actuelle. Ça va estimer des probabilités en plus, ça joue sur une autre problématique qui est, à quel point on peut pénaliser un étudiant c'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'il a utilisé l'IA, et du coup on doit le pénaliser parce qu'il a tout fait rédiger par IA? Est-ce que c'est à partir du moment où il s'est inspiré de l'IA pour avoir des idées et qu'il a rédigé lui? Est-ce que voilà, donc ça c'est compliqué de répondre à cette question-là. Selon moi, malheureusement, on peut pas aller contre ça. C'est-à-dire que même les étudiants qui te posent la question et qui te disent, «Non, non, OK, on n'utilise pas l'IA». Qu'est-ce qui les empêche de le faire en réalité? Et ce sera compliqué de le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est quand tu connais le profil de tes étudiants, si toute l'année, l'étudiant il est à 2 et que d'un coup il te rend un dossier et qu'il a 18, bon, c'est qu'il y a eu Oui, un oui, non petit mais quand même, il y a eu un petit sursaut. Alors soit il y a eu un vrai sursaut et voilà, mais sinon on se doute quand même qu'il y a quelque chose. Mais je pense que malheureusement on peut pas empêcher les étudiants de l'utiliser, quel que soit le niveau. Mais il faut apprendre à faire avec en tant que prof et surtout apprendre à faire avec en tant qu'étudiant. Le problème aujourd'hui, c'est que on a tendance à oublier que c'est juste des probabilités mathématiques qu'il y a derrière ces modèles-là, d'accord? Donc ces outils sont faits pour nous donner des réponses. Mais parfois ces réponses sont fausses, tout simplement, sont erronées ou enfin le croisement qui est fait entre les différentes réponses et tout est pas bon. C'est très platonique dans la manière d'écrire parce qu'on ne sait pas utiliser le prompt parce que voilà. Heu, na Voilà, ça c'est un vrai problème. Ensuite, je pense que ça n'enlève en rien, heu, les compétences et les connaissances des étudiants. Tout simplement parce que pour rédiger enfin selon moi, hein, c'est que mon avis, c'est vraiment sujet à débat dans le milieu, mais selon moi, pour utiliser efficacement ces IA, il faut des connaissances dans le secteur. C'est-à-dire que moi qui n'y connais rien en communication, si je me mets à rédiger un prompt pour demander à ChatGPT de rédiger un dossier sur la communication, déjà ça va aller dans tous les sens. Ça n'aura ni queue ni tête, ça va tourner en rond et enfin voilà, ça va se voir directement et je serai incapable de savoir s'il me dit la vérité ou pas et ça, c'est un enfin voilà, donc un étudiant qui n'a pas bossé son sujet et qui utilise, ChatGPT ou un autre outil, je pense que selon moi, il va droit dans le mur et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait sensibiliser les étudiants, plus que de leur dire: «Non, vous devriez pas l'utiliser», juste leur apprendre: «Bah, OK, vous pouvez l'utiliser, mais c'est à vos risques et périls, quoi. C'est à vous de savoir comment l'utiliser». Mais après, c'est vrai que c'est un vrai souci sur l'aspect, évaluation. Comment on évalue, aujourd'hui des rendus écrits? Mais même à plus haut niveau, hein. Aujourd'hui, j'ai fait le test, j'ai repris mon manuscrit de thèse et j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger, l'introduction de mon manuscrit de thèse, c'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein, parce qu'aujourd'hui, il a accès aux citations, scientifiques et tout, enfin, c'est fou, c'est fou. Mais c'est une vraie problématique.
je suis d'accord, c'est compliqué quand même. Je sais pas si Merci j'ai pour la vraiment répondu à réponse. ta question, mais Bah, pas de ça vraie réponse confirme, tranchée à part, sur les outils sur l'IA pour détecter ça, je sais que ça marche pas, ça je peux te le dire. Mais après, c'est délicat comme sujet. Je peux pas te donner de réponse, tranchée malheureusement. non, mais c'est intéressant, ta réponse parce que ça montre que malgré, les années qui passent, on n'a toujours pas de réponse à ces questions. Non, non et je pense qu'on n'aura On verra bien pas, comment les on choses, en aura on évolueront, aura mais pas. À moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui arrive, à révolutionner le truc et une personne qui développe, une IA qui arrive vraiment à détecter les autres, IA, mais enfin, Ouais, c'est c'est compliqué. Parce qu'en fait, les IA textuelles, en plus de génération, elles se développent tellement vite que, enfin, il faut déjà réussir à rattraper le retard pour les détecter et ensuite, il faut réussir à s'adapter régulièrement et tout. C'est c'est compliqué, hein. C'est le jeu du chat et la souris, c'est compliqué, hein. ça. C'est un peu comparable avec la course avec les hackers au final, hein. Les hackers qui essaient toujours de Ouais. trouver des solutions, puis du coup les gars de la sécurité qui essayent toujours de trouver un contre avant que les problèmes soient trouvés par les hackers, enfin avant que les failles soient trouvées. Euh, et là c'est peut-être encore pire, c'est-à-dire qu'après, bon bah, au plus les IA génératives vont s'améliorer, au plus la frontière entre le texte généré par une IA et le texte écrit par une personne sera mince. Déjà aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué. Il y a 6 mois, j'avais aucun doute quand je voyais un texte généré par ChatGPT. Je savais pertinemment que le texte était généré. Euh, Aujourd'hui, je commence à avoir de gros doutes sur certains textes où vraiment je peux pas. Enfin, ça commence à devenir de plus en plus compliqué à le dire, à l'affirmer. Et bah, du coup, ça sera pareil pour les IA qui essayeront de trouver si oui ou non. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'un texte est écrit par une IA? Qu'est-ce qui définit un texte écrit par une IA? Parce qu'une personne pourrait très bien écrire comme une IA au final. Parce que c'est juste après derrière un contexte avec un ton, une façon de parler, une façon d'utiliser les mots. Et des traces numériques peut-être dans les textes générés? non, pas à ma connaissance. Je vois pas pourquoi il y aurait de traces numériques dans le texte, dans le Bah, texte sauf généré. s'ils le forcent à le faire un jour pour, Ouais, mais détecter l'IA, mais là, non, étant donné qu'il y a un copier-coller qui est fait, mm. c'est OK. Mmh. si c'était un fichier qui était vraiment exporté tel quel, mais comme en général, enfin, c'est des copier-coller qui sont faits, c'est non, non, c'est impossible, hein, vraiment, c'est impossible de détecter, comme le dit Rémi. En plus, ça se développe tellement, c'est c'est fou, hein. C'est la qualité est incroyable, comme disait Rémi avant sur les premières versions de GPT, bon, comme j'aimais bien le dire, c'est comme si on donnait, toutes les connaissances d'internet à un enfant de 5 ans et qu'on lui donnait de nous donner on lui demandait de nous donner une réponse. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. C'est dans la qualité, d'échange, ça reste bluffant quand même. Donc c'est très, très, très compliqué à détecter. Enfin, selon moi, c'est quasiment impossible, quoi. Ouais. Et la même question s'était posée aussi, j'avais eu un débat sur les réseaux sociaux pour les écrivains du coup. Il y a de plus en plus de concours où ben, on se rend compte qu'il y a peut-être il y a peut-être des participants à ce concours qui ont généré leurs écrits par l'IA. La question c'est aujourd'hui ben, comment on fait? Ben, en fait, comment on fait? Enfin, je pense que la seule réponse possible, c'est ben, on fait avec. En fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de décerner si l'écrit a été généré, ou même les idées, ne serait-ce que les idées. Ok, ok, l'écrivain a écrit lui-même son livre, mais est-ce que vraiment il a eu les idées ou est-ce que ça lui a été soufflé? Et est-ce que le fait que les idées lui aient été soufflées, ça dévalorise son travail? Il y a aussi ça comme question derrière. Surtout que ça amène à un autre débat, c'est qu'au final, un écrivain qui écrit un livre, il est déjà influencé par ce qu'il a déjà lu ou ce qu'il peut enfin, donc au final, est-ce que le fait que ce soit soufflé par l'IA, c'est pire que le fait qu'il soit inspiré de d'autres livres, de d'autres œuvres? C'est un vrai débat, hein, c'est une vraie question, là, Bien sûr. Ça, c'est une très bonne question. Ouais. c'est, heu, c'est les grosses problématiques, les gros soucis, parce qu'il y a aussi les soucis éthiques et moraux, hein, d'utiliser, l'IA, c'est une grande question ouverte. C'est des vrais débats qu'il faut avoir et
Moi, je pense que sur certains aspects, il y aura ce qui se développera selon moi, mais ce sera impossible à vérifier, ce seront les certificats made by human, par exemple. Il faut vraiment dire, bon, bah voilà, c'est fait sans IA, certifié et tout, mais comment s'assurer que ce soit vraiment fait par un être humain et dans quelle mesure on peut considérer que c'est fait par un être humain, Et puis quelle est quelle est c'est la une bonne valeur question. aussi derrière d'être certifié par un humain? Ok, c'est certifié par un humain, mais est-ce que si je lis un roman, est-ce que ça m'apporte vraiment de la valeur de savoir que ce roman a été écrit par la main de quelqu'un ou pas? Est-ce que Bah, j'ai pris du plaisir à lire ce roman? Est-ce que ce roman est bon? Enfin voilà, il y a aussi cette question-là derrière du réel intérêt euh, de la chose. En tout cas, merci CSL pour ton intervention. Je vais être obligé de te faire descendre parce qu'on a des questions qui arrivent et il nous reste 15 minutes. Oui, bien sûr. Merci pardon, beaucoup. Mais merci beaucoup. merci à toi. Hop. Je vois qu'il y a une question de Hugo, Hugo. ouais. Donc, est-ce que la tendance d'avoir des clients issus de petites structures ne risque pas de s'inverser avec l'apparition des nouvelles réglementations qui arrivent? Par exemple avec l'IA Act. Je prends l'exemple de la santé. J'ai pu assister à une rencontre d'Eurobiomed avec une table ronde sur le sujet de la santé et est ressorti que de la part des entrepreneurs intervenants, une crainte au niveau du financement de ces nouveaux outils. Alors c'est une bonne question, Morgane. Alors là, on peut pas trop savoir. C'est vrai que pour l'instant, ça a tendance à un peu partir dans tous les sens, l'usage de l'IA et je pense que c'est important qu'il y ait, des mesures, des réglementations qui arrivent. Notamment, je l'ai un petit peu, évoqué lors de la présentation sur, les données des clients qui sont échangées parce que, bah, malheureusement, c'est transféré soit sur les serveurs de Google, soit sur les serveurs d'OpenAI, pour qu'ils certifient que les données ne sont pas corrompues, utilisées pour autre chose et tout. Mais c'est quand même très délicat. Maintenant, est-ce que ça va poser vraiment problème? Je ne pense pas, tant qu'on ne cherche pas à partir trop dans l'expertise de la part de l'IA. Je m'explique. Si on reste dans des tâches d'automatisation relativement simples sur toutes les petites tâches chronophages, ça devrait aller. Maintenant, si c'est vraiment de remplacer un expert, prenons l'exemple de la santé, j'utilise un modèle de LLM pour faire le travail d'un médecin généraliste, là c'est très problématique. D'accord? Alors peut-être qu'un jour on viendra à tellement pousser les modèles de LLM qu'on se dira bah, d'un point de vue légal, on autorise les IA à prendre des décisions médicales. Ça, c'est un autre débat, on verra dans les années à venir. Comme on autorise les voitures à conduire toutes seules, hein, Et finalement. voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que là, la réglementation va vraiment poser problème? Oui, forcément, on va calmer les ardeurs de certains, mais de là à dire que ça va stopper l'engouement, je pense pas, je n'irai pas jusque-là. C'est sûr que ça va freiner les choses, et je pense que même en étant dans le domaine, en adorant tout ça et tout, je pense que c'est important de freiner un petit peu les choses de pas se retrouver un jour et se dire wow, en fait il faisait n'importe quoi avec les données, oh, wow, en fait on a laissé une IA prendre une décision qui a coûté la vie à des gens, enfin voilà. Je pense que c'est important qu'il y ait des décisions qui soient prises, des réglementations qui soient imposées et tout. Maintenant, je pense pas que ça va stopper complètement l'intérêt pour les clients, pour ces outils, sur les tâches simples et c'est aujourd'hui la principale demande, en réalité, vis-à-vis des modèles de LLM. Je sais pas si ça répond totalement à la question d'Hugo. Ah, Ok, bon, tant mieux. totalement. Oui, puis après aussi l'exemple cité, celui de la santé, c'est quand même l'exemple du secteur le plus réglementé possible. Euh, mais c'est vrai qu'après derrière, les autres secteurs le seront forcément beaucoup moins. Puis après, les acteurs aussi dans la santé ont l'habitude d'être réglementés et de devoir passer au-delà de tout un tas de réglementations. Bon, je pense que les gens s'habitueront aussi. Mm. Alors j'ai vu que Sébastien était en train d'écrire. Sébastien, est-ce que tu as une question? Euh, Le suspense est à son comble. Ok, let's Ah, go. Il y avait bien une question. Donc ouais. au sujet du débat, est-ce grave d'utiliser du contenu généré? Est-ce que c'est le même débat d'il y a 20 ans sur est-ce que c'est bien de copier-coller le texte pris dans Google?
À mon avis, dans 10 ans, plus personne se posera la question. Oui. Je suis, Oui, je c'est suis, ouais, je probablement, suis totalement effectivement. d'accord avec toi, Sébastien. Ouais. Je suis je suis assez d'accord avec toi, Sébastien. Je pense que on se posera beaucoup moins la question dans quelques années. Je pense que la vraie question doit se poser vis-à-vis des droits d'auteur et tout, mais pour les IA génératives d'images ou enfin de vidéos, des choses comme ça. Là, c'est peut-être un sujet un petit peu plus délicat, mais pour ce qui est du texte, enfin voilà. Je pense que ce qui pose problème, pour revenir sur le débat avec Célestia, ce qui pose problème, c'est que avant, pour pas se faire attraper, on pouvait pas juste copier-coller Wikipédia, on devait le remanier, il y avait un petit travail à faire quand même de recherche, et qu'aujourd'hui, on peut demander à l'IA de tout faire, et il n'y a même pas besoin de remanier, qu'on a quelque chose d'original et de différencier des autres. Je pense que c'est là le problème. Mais après, oui, comme tu dis, je pense que dans 10 ans, on se posera plus la question. On sera adapté, on dira bon bah voilà, on sait que c'est rédigé, potentiellement rédigé par IA. On aura trouvé des solutions pour vraiment évaluer les connaissances des étudiants, voilà. Mais on aura trouvé exactement Hugo, on aura trouvé d'autres solutions. C'est ça. Après, est-ce que, comme je le disais en plus, est-ce qu'il faut vraiment freiner les étudiants à l'utilisation de ces outils-là? Je pense pas, parce que les étudiants qui vont sortir aujourd'hui, qui vont se retrouver sur le marché du travail, vont obligatoirement se retrouver face à ces outils-là et face à des gens qui utilisent tous les jours ces outils-là aussi. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment un problème qu'ils l'utilisent dans leur parcours universitaire? Je ne suis pas sûr. Maintenant, comme je le dis et comme je le répète, c'est comment est-ce qu'ils l'utilisent qui est très important. Ouais. Enfin voilà, est-ce que c'est vraiment par flemme? Est-ce que, selon moi, les outils, enfin ces outils-là, surtout pour un dossier, je prends un dossier un rapport, un vrai rapport de travail poussé et tout, je pense qu'on devrait utiliser l'outil comme un accompagnateur, hein, vraiment, quelque chose qui nous aide, qui nous donne des idées, qui nous dit où aller chercher, qui nous donne des thématiques, des structures, mais pas comme un outil qui devrait tout rédiger. Parce que là, c'est la vraie utilisation flemme, alors que l'utiliser comme une base de données, quelque chose qui nous accompagne, enfin, c'est pas, c'est pas pire que d'aller chercher sur Wikipédia au final. Ouais, on est. Ouais, tout à fait, c'est une force sur le marché du travail, oui, tout à fait, Hugo. Aujourd'hui, savoir les utiliser, c'est pour ça, c'est ce que je disais dans la présentation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se former à ces outils-là, de comprendre et d'utiliser ces outils-là, parce que en plus de ça, tout le monde va y passer, tout le monde va s'y mettre. Et je pense que ceux qui seront déjà formés et habitués à ces outils-là auront de l'avance sur les autres, hein. Oui, puis Il ça faut pas sera se une leurrer. attente aussi de l'employeur de savoir utiliser cet outil-là, puisque ça augmente la productivité. Et bon, forcément, l'employeur, ce qu'il attend, Exactement. c'est que la personne qui recrute soit la plus productive possible comparée aux autres. Donc forcément, ça va jouer énormément. C'était Ouais, un tout à peu. fait, ouais. Ça doit pas remplacer la nécessité de penser, Mm, hein. mm, mm. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit, l'utilisation flemme, bête et flemme Après, de pour, l'utilisation de l'IA, je pense pas que ce soit la bonne approche, je crois. je pense que pendant encore longtemps, si on utilise l'IA bêtement, c'est-à-dire qu'on pose, il n'y a pas un vrai travail de recherche derrière et de compréhension déjà en amont de ce que l'IA doit écrire, puis après de ce qu'elle a écrit derrière, euh, les résultats restent quand même de faible qualité. Ouais, Euh, et tout à fait. il y a quand même ce travail-là à faire en amont. Du coup, au final, on gagne du temps, mais le côté expertise de savoir ce que l'on doit demander à l'IA, ce que l'on veut, du coup, de lui demander des termes techniques, des points d'expertise qu'elle va devoir mettre en avant, ça demande quand même de savoir de quoi on parle, comme tu disais Morgan tout à l'heure. Et puis après, d'être capable aussi de vérifier, une fois on lui a demandé de générer, de vérifier bah, que ça colle bien à ce qu'on espérait, qu'il n'y ait pas de coquilles Mm. dans le texte, etc. J'ai j'ai un exemple parce que j'avais fait le test. En fait, je m'étais aperçu pour le cas de l'introduction d'un manuscrit de thèse. Bon, moi, quand j'ai fait la mienne, ça n'existait pas, donc voilà, je l'ai pas utilisé. Mais en fait, j'avais fait le test et je me suis aperçu que l'IA inventait les références scientifiques.
Alors c'est rigolo parce que les citations, c'était des noms de chercheurs qui existaient vraiment. Enfin, tout avait l'air correct, sauf qu'en fait, en allant chercher les articles, je me suis aperçu que les articles en question n'existaient pas. Enfin, voilà, c'était fou. Et quelqu'un qui l'utilise bête, bah, imaginons là, manuscrit de thèse, on envoie le manuscrit de thèse comme ça, sans avoir vérifié, sans avoir aucune connaissance. Bah, derrière, enfin voilà, c'est carton, quoi. On se fait cartonner, quoi. C'est On se zéro. fait ouvrir en deux, hein. C'est zéro, hein. Merci, Ah, vous là, n'avez si pas le tu droit de soutenir, terminez, bonsoir, ah, là, si hein. tu arrives avec des Non, rêves mais qui n'existent pas, ça risque d'être ah ouais, compliqué à défendre, hein. c'est ça. Mais c'est fou, j'avais vraiment, parce qu'encore que l'IA invente, mais invente des noms de chercheurs, des choses comme ça, OK, bon, ça m'aurait moins surpris que le fait qu'elle utilise des vrais noms de chercheurs et voilà, combiné avec l'année et qu'à la fin, dans la biblio, il y a la référence, comme si c'était un vrai article avec un vrai titre et tout, mais en fait, pas du tout. Ça n'existait pas. C'est En tout cas, il l'aurait pu écrire. Il aurait pu écrire cet il aurait article. pu il aurait pu écrire. Et ouais, l'IA dans la recherche, oui, ça, c'est un sujet aussi, oui, GPT-3, ouais, invente des chercheurs aussi. C'est un peu le souci. Ok. Ok, mais c'est déjà l'heure du coup. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Il est donc l'heure pour nous de rendre le micro. Merci Morgane. Merci. Merci Merci, à vous et merci merci pour le vos chat. questions. Merci le chat pour votre présence et pour vos questions. On se retrouve jeudi. Jeudi avec Ambre cette fois. On parlera du X. Donc rien à voir avec l'IA. Même si, pourquoi pas, hein, faire un webinaire et combiner expérience utilisateur et intelligence artificielle bientôt. C'est, je pense, un des gros prochains sujets dans la tech. Mm. L'IA va énormément modifier l'expérience utilisateur euh, et va permettre du coup de faciliter énormément l'intégration des utilisateurs sur ces applications, de faciliter l'intégration de les aider à comprendre comment fonctionne l'utilisation ou alors de simplifier l'utilisation de l'application en la résumant à des prompts. Donc on va expliquer à l'application ce qu'on veut faire et puis après l'application fera plutôt que d'aller chercher dans les menus où est-ce qu'il faut aller pour modifier telle ou telle donnée. Donc sujet très intéressant aussi, mais en tout cas ce ne sera pas à l'ordre du sujet jeudi. On parlera des problématiques UX qu'on peut rencontrer souvent sur des maquettes d'applications, de landing page, etc. Et on reviendra encore une fois de plus la semaine prochaine, cette fois-ci pour parler de communication avec le pitch deck, donc comment est-ce qu'on va pitcher sa startup et son projet en fonction de son interlocuteur, et enfin comment est-ce qu'on vend son SaaS. Donc là ça sera avec moi-même qui animerai ce webinaire, donc quelles sont mes techniques en tout cas pour aller vendre un SaaS et passer de 0 à 1. Voilà. Et c'est le Donc, plus dur. et C'est le plus dur. c'est effectivement le plus dur. Merci à tous. À bientôt. Merci Ciao. et bonne journée. Ciao.